Il a toujours défendu notre cause, non pas parce que c'était notre cause, mais parce qu'elle est juste. Et donc, Guy nous fait le plaisir de venir ce soir nous parler d'un phénomène qui nous inquiète tous, c'est cette remontée de l'antisémitisme symbolisée par le phénomène Dieudonné. Alors, Guy Meyer est un écrivain, économiste, géopolitologue, professeur d'université, ancien président de l'Institut Turgot. Il est senior advisor au Gotteston Institute de New York et membre du comité directeur de l'association France-Israël, que beaucoup de gens connaissent très bien ici. Il est l'auteur de 30 livres, dont David Horowitz, Comment le peuple palestinien fut inventé, Face à l'islam radical avec Daniel Pipes, que vous connaissez aussi très bien, et Le désastre Obama. Il collabore à de nombreuses publications, dont Israël Magazine, MENA, que vous connaissez tous, MENA Presse, et Dreuze. Il a reçu en 2006 le prix du livre libéral pour l'ensemble de son œuvre. C'est un spécialiste des États-Unis, notamment, et aussi de la montée de cet antisémitisme qui nous a envahis depuis des années et qu'il dénonce depuis des années. Antisémitisme ouvert comme celui de Dieudonné ou antisémitisme sous couvert d'antisionisme. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, même si les circonstances ne prêtent pas nécessairement à l'optimisme. Quand j'ai besoin d'optimisme, je vais aux États-Unis ou je vais en Israël. J'étais il y a encore une dizaine de jours en Israël et ça m'a fait du bien, même si je suis arrivé en même temps que John Kerry et une grosse tempête de neige qui a beaucoup perturbé Jérusalem. Donc il y avait une perturbation politique en même temps qu'une perturbation météorologique qui coïncidait. Et ça ne me paraissait pas obligatoirement un hasard, parce que John Kerry n'est pas un porteur de bonnes nouvelles. Donc ce soir, je vais vous parler de ce qui se passe en France et de ce qui se passe en Europe. Mais, parce que je pense que des questions peuvent se poser aussi sur ces plans, je suis tout à fait ouvert à toutes les questions que vous pourriez être amenés à poser concernant la situation au Proche-Orient ou concernant Israël, bien entendu. Donc, parlons de ce qui se passe en France et en Europe. On a, depuis maintenant une dizaine de jours, l'affaire Dieudonné sur le devant de la scène. Cette affaire Dieudonné, elle éclate maintenant pour une raison assez précise, c'est que Dieudonné a franchi certaines bornes d'une manière absolument claire et absolument abjecte. Et je dirais que si vous prenez l'intégralité de ce qu'il a pu dire concernant Patrick Cohen et concernant les chambres à gaz, vous voyez qu'il a franchi le summum de l'abjection concevable. Si vous regardez des extraits de son dernier spectacle qui vient de commencer, vous voyez des phrases qui sont encore plus abjectes et que je ne pourrais même pas répéter ici tellement elles me paraissent immondes. Si vous regardez, parce qu'il a posté cela sur Internet, ses vœux de nouvelle année, je les ai regardés jusqu'au bout, je me suis fait un devoir de les regarder jusqu'au bout, ces vœux sont des vœux clairement négationnistes, même s'ils procèdent par insinuation. Il va même jusqu'à laisser entendre que dans la confrontation entre les juifs et les nazis, c'est comme ça qu'il parle, il est neutre, il n'était pas né à l'époque, mais qu'il pense que l'un a provoqué l'autre. Et il ne dit pas qui, mais il dit « j'ai ma petite idée ». Et bien entendu, ceux qui écoutent font leurs déductions et on comprend parfaitement ce que sont ces déductions. Donc dans son discours et dans son spectacle, il le dit, c'est de la faute des Juifs si les Juifs sont allés à Auschwitz, c'est pas du tout de la faute des nazis et ça ne l'empêche pas à côté de continuer à fréquenter Robert Faurisson. D'ailleurs, dans ses vœux de nouvelle année, il dit que si les Klarsfeld veulent rencontrer quelqu'un qui serait un spécialiste des chambres à gaz, il peut les envoyer consulter Robert Faurisson. Bon, donc ça c'est dit très explicitement sur le ton de l'humour. Bon, donc il a franchi certaines bornes, mais je dirais que si l'on regarde les choses de près, on peut voir que ces bornes, il y a longtemps qu'il les franchit. Je dirais qu'il a commencé à les franchir il y a 10 ans. Lorsqu'il a fait ce sketch qu'il a fait chez Marc-Olivier Fogiel,
on pourrait dire que ces bornes étaient déjà franchies. Lorsqu'il termine son intervention par là un salut nazi explicite en disant Israël, comme si Israël était identifiable au nazisme, il est déjà dans la démarche qui est la sienne aujourd'hui. Lorsqu'en 2009, il invite Robert Forisson à le rejoindre sur la scène du Zénith, et qu'ils tiennent ensemble des propos négationnistes, il est déjà sur la trajectoire qui est la sienne aujourd'hui. Donc ça fait longtemps que Dieudonné est sur ces positions. Simplement, là, il s'est trouvé que, bon, il a attaqué un journaliste de télévision et que ça a dû sans doute jouer dans la décision d'agir. Pourquoi est-ce qu'il a fallu aussi longtemps? Je dirais qu'il a fallu aussi longtemps parce que fondamentalement, Dieudonné est le produit du politiquement correct ambiant tel qu'il existe aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il importe de ne jamais oublier. Quand Dieudonné a fait ce sketch à la télévision, il a choqué, certes, mais tout le monde savait qu'il venait de la gauche, entre guillemets, anti-raciste, anti-impérialiste, et donc on gardait certaines mansuétudes à son égard. Et ces mansuétudes, elles ont duré très très longtemps. Elles ont duré quasiment jusqu'à aujourd'hui. Et je dirais que si vous regardez d'ailleurs le public de Dieudonné, si vous faites une analyse, si vous regardez un petit peu les gens qui vont voir ces spectacles, vous avez des gens qui viennent effectivement de l'extrême droite, vous avez un bon nombre de musulmans, mais vous avez aussi des gens qui viennent d'une extrême gauche qui, à force de dériver en direction de l'antisionisme, a basculé clairement dans l'antisémitisme maintenant, et qui pense qu'après tout, on peut rire des juifs, et on peut même rire d'Auschwitz, on peut inviter Forisson, ça fait partie des blagues, ça fait partie de ce qu'on appelle le fonctionnement antisystème. Donc Dieudonné est le fruit de tout cela, et pendant très longtemps, donc, il a bénéficié d'une forme de mansuétude. Si Dieudonné s'était affiché d'emblée d'extrême droite, et essentiellement d'extrême droite, il aurait été dénoncé bien plus tôt. Il n'aurait même pas fait la carrière qu'il a faite toutes ces dernières années. Il n'aurait pas rempli les théâtres, il aurait été diabolisé infiniment plus tôt, déjà il y a 10 ans. Il n'aurait même jamais été invité à la télévision dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel dans laquelle il a été invité. Donc c'est un point à ne jamais oublier, Dieudonné est le produit de la gauche bien pensante et de l'extrême gauche telles qu'elles existent en France. Et c'est simplement quelqu'un qui, maintenant, apparaît comme ayant franchi la ligne jaune, et donc à partir de là, la gauche et l'extrême gauche commencent à dire non, là, décidément, on ne veut plus être associé à cela. Donc on sacrifie le pion Dieudonné, mais ça ne change rien à tout le contexte. Et d'ailleurs, je dirais que autant je trouve qu'il faut dénoncer Dieudonné, qu'il faut le critiquer, qu'il faut le combattre, qu'il faut combattre la multiplication de ce geste qu'il a popularisé et que sa femme a breveté d'ailleurs, la quenelle, autant je trouve cela, autant je suis méfiant vis-à-vis de ce qui est en train de se dessiner. Si vous regardez la circulaire que Manuel Valls a publiée, vous verrez que cette circulaire, elle comporte d'une part ce qui concerne l'antisémitisme, mais elle concerne aussi l'islamophobie. Donc on commence à voir des amalgames qui se mettent en place. Et ces amalgames, ils se trouvent prolongés. Vous n'avez peut-être pas encore vu la prochaine couverture du Nouvel Observateur, mais si vous la voyez, attendez-vous à peut-être une réaction de dégoût. Enfin, ça a été plutôt la mienne. Cette couverture, il est écrit dessus « La haine » en blanc, le fond est noir, et vous avez 3 photos au-dessus. La photo de Dieudonné, bien sûr, à côté de lui, la photo de Alain Soral, ce qui est logique, et puis vous avez une 3e photo. Cette 3e photo, c'est celle d'Éric Zemmour. Voilà. Donc, vous voyez dans quelle direction nous sommes en train d'aller. Donc concrètement, au début, je pense qu'il y a eu une réaction qui a consisté à sacrifier le pion Dieudonné, et c'est ce qui est en train de se faire. On se dit décidément, ce type n'est plus fréquentable et il risque de contaminer nos idées. Vous avez même vu
les mouvements pro-palestiniens, entre guillemets, se désolidarisaient de Dieudonné en disant qu'ils pouvaient souiller leur cause. Et donc, même les pro-palestiniens n'en veulent plus. C'est pour vous dire à quel point on en est aujourd'hui. Mais vous avez maintenant une opération de récupération qui, à mon avis, va devenir une opération politique. C'est-à-dire que le gouvernement va se présenter comme le garant de l'antiracisme tel qu'il est incarné depuis des années par des associations comme SOS Racisme, et on amalgamera dans cet antiracisme tout aussi bien les propos négationnistes que peut tenir Dieudonné aujourd'hui, les propos antisémites qu'il tient, qu'Alain Soral tient, et toute forme de critique de l'islam qui sera considérée comme une forme de racisme islamophobe. C'est cette opération qui est en train de se mettre en place. Donc autrement dit, la réaction qui s'est dessinée et qui pouvait être légitime au départ, va se trouver très clairement récupérée, reprise dans la direction du politiquement correct ambiant. C'est ce qui est en train de se dessiner. Cette récupération, je ne suis pas du tout certain qu'elle fonctionnera, parce que je dirais que beaucoup de gens comprennent parfaitement que ce type d'amalgame n'est pas légitime et n'est pas justifié. Beaucoup de gens comprennent parfaitement que si on dit, par exemple, il y a un danger islamique, ça n'est pas la même chose que dire... parce que je suis désolé, mais c'est la phrase qui me passe par la tête et je vous la dis parce que vous sachiez ce que Dieudonné dit son spectacle. Je ne peux pas dire que je sodomise les gens qui étaient à Auschwitz parce qu'on ne peut pas sodomiser un tas de cendres. Bon, on ne peut pas mettre ce type de propos absolument infect, répugnant, qui atteignent le summum du répugnant. Je dirais qu'il y a très longtemps que je n'ai pas entendu des propos aussi répugnants qui m'avaient suscité en moi un tel dégoût. On ne peut pas mettre ça sur le même plan que de dire qu'il y a du terrorisme islamique. De toute façon, les gens, pour parler du terrorisme islamique, il n'y a pas besoin qu'on leur fasse des commentaires. Il suffit qu'ils regardent, qu'ils allument leur téléviseur et qu'ils regardent un petit peu les actualités dans le reste du monde. Je dirais que dès que j'entends sur une télévision Allahu Akbar quelque part, je me dis ça va être suivi par un boom dans pas très longtemps et on va voir des ruines. Et en général, ça ne loupe pas, c'est comme ça que ça se produit. Donc je pense que beaucoup de gens le voient. Beaucoup de gens ne pensent pas peut-être à ce à quoi je pense quand je prends l'avion. Je prends beaucoup l'avion, mais je pense à chaque fois que je prends l'avion que tous les problèmes que j'ai pour prendre l'avion, devoir enlever ma ceinture, mes chaussures et je ne sais quoi, ça vient de nos amis les terroristes islamiques et que sans eux, on n'aurait pas ces problèmes pour prendre l'avion. Dire cela, c'est constater des faits, ce n'est pas incriminer des gens en fonction d'une race. Ce n'est pas incriminer des gens en fonction d'une ethnie ou en fonction d'une culture. C'est incriminer des faits bien précis. Donc cet amalgame est en train de se faire, et donc je disais, je pense qu'il est en train de se faire pour une raison très précise. C'est qu'actuellement, vous avez une montée très forte du Front National, et je pense que le Parti Socialiste veut tout faire pour essayer de trouver un moyen de juguler cette montée. Cette montée, elle est effectivement malsaine, c'est l'un des éléments de ce qui rend le contexte actuel malsain. Et d'ailleurs, on a pu constater, lors de précisément tout cet épisode autour de Dieudonné, que le Front National avait un discours très ambigu, qui montre que le Front National n'a pas changé. Marine Le Pen a voulu le dédiaboliser, comme elle a dit, elle ne l'a pas dédiabolisé du tout. D'une part, elle-même a dit que certains propos de Dieudonné l'avaient choqué, mais elle n'a jamais employé le mot antisémitisme. Jamais, jamais, jamais. Elle n'a pas dit « je condamne l'antisémitisme ». Parce que si elle disait « je condamne l'antisémitisme », elle perdrait des électeurs. Et je dirais qu'elle sait de toute façon qu'un électorat musulman peut éventuellement se porter en direction du Front National dans certaines circonstances. Bruno Gollnisch m'a dénoncé, je suis devenu un intellectuel communautaire sous la plume de Bruno Gollnisch. Bon, je ne suis pas juif, mais il m'a fait juif d'honneur en quelque sorte. Être fait juif d'honneur par un antisémite, c'est quelque chose que je peux apprécier d'une certaine manière. Et bon, après, il a rajouté que j'étais antinational, ultralibéral, enfin tout un ensemble d'étiquettes qui, venant de sa part, ne peuvent que me flatter.
La dernière fois que j'avais croisé Bruno Gollnisch, de toute façon, je l'avais croisé en compagnie d'antisémites patentés. Je pense que Bruno Gollnisch est antisémite, mais qu'il y a encore beaucoup d'antisémites au Front National. Donc je pense que l'opération montée par le Parti Socialiste, la récupération qui est en train de se faire actuellement, elle va se faire pour tenter de juguler la montée du Front National et pour tenter de faire oublier tous les autres dossiers. Je pense que ça ne marchera pas, et que ça ne marchera pas pour une raison très simple, c'est que nous sommes dans un contexte profondément malsain dans la France telle qu'elle est aujourd'hui, et plus largement dans l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Je dirais que ce contexte malsain, il me paraît être le fruit amer, le fruit pourri des politiques qui sont suivies depuis des années et des années dans le contexte européen. Et il me paraît être le fruit amer, le fruit pourri d'une volonté de censurer le langage, de censurer les propos et d'orienter les propos dans une certaine direction. Tout à l'heure, j'ai parlé de pensée unique. Je dirais qu'il y a non seulement une pensée unique, mais aussi une forme de politique quasiment unique dans le contexte de l'Europe. Je dirais que toute l'Europe est orientée dans une direction socialisante, graduelle, et que nous sommes dans un contexte où la crise qui frappe l'Europe est une crise qui frappe beaucoup plus l'Europe que quelque autre région du monde que ce soit. On n'arrête pas de parler de crise, mais la crise est une crise profondément européenne. Et cette crise profondément européenne, je dirais que c'est fondamentalement une crise des États-providence. Cette crise des États-providence, elle fait que les charges qui pèsent sur les entreprises sont tellement lourdes que les entreprises créent très très peu d'emplois désormais. Donc le résultat, c'est une montée de la pauvreté, c'est une montée du chômage à peu près partout. L'Allemagne est un petit peu épargnée parce que la dénatalité est catastrophique, c'est un point qu'on ne souligne à peu près jamais. Il y a aussi donc la dénatalité et le vieillissement des populations. Donc nous nous trouvons face à un effet cumulatif, face à une absence de création d'emplois, une absence de créativité entrepreneuriale assez large dans l'ensemble de l'Europe. Nous nous trouvons face à une montée de la pauvreté, face à les Restos du Cœur ont un grand avenir, hélas. Nous nous trouvons face à une montée du chômage. Nous nous trouvons face à un horizon qui est très fermé et très désespérant. Et nous nous trouvons face à une faillite générale de ce système, pour une raison très simple, c'est que maintenant que la monnaie est dématérialisée, il est très facile pour les gens de délocaliser l'argent qu'ils gagnent et de le placer ailleurs. Donc le système de redistribution qui impliquait de prendre aux plus riches pour donner à une clientèle de pauvres que l'on crée petit à petit est un fonctionnement qui marche de moins en moins et qui marche quasiment plus. Parce qu'il y a de moins en moins de riches, les riches s'en vont. Il y a de plus en plus de pauvres et de nécessiteux, de gens qui sont en situation d'assistance, c'est pas leur faute toujours. Et puis il reste une classe moyenne qui est prisonnière un petit peu de pays et qu'on fonctionne de plus en plus. Mais c'est un système qui débouche sur des déficits absolument catastrophiques, sur une stagnation, sur un horizon absolument désespérant à partir de là. Dans cet horizon désespérant, vous avez aussi, bien entendu, le phénomène d'islamisation de l'Europe qui se dessine. Et ce phénomène d'islamisation, c'est un phénomène qui découle du premier. On a fait venir des gens qui avaient de basse qualification, et ces gens sont souvent les premiers à se retrouver au chômage. Donc ils se retrouvent au chômage, ils se retrouvent dans des quartiers ghettoisés, ils se retrouvent dans la délinquance, etc. Ajoutez à cela tout le discours ambiant que l'on tient depuis des années, et un discours dont Dieudonné, d'une certaine manière, est le fruit. Et vous avez une situation explosive. Quel est ce discours qui est au cœur de la pensée unique? Un discours qui est fondamentalement imprégné de ressentiment. Et ce ressentiment, il est multiforme. Ce ressentiment, c'est un ressentiment anticapitaliste. Je dirais que l'Europe est un continent qui est très anticapitaliste. On ne le perçoit pas obligatoirement quand on est sans cesse en Europe, mais quand, comme moi, on va en Amérique du Nord assez souvent, on voit que les débats économiques ne se déroulent pas de la même façon. Dans le contexte européen, parler de libre marché, des vertus du libre marché, c'est devenu presque tabou, c'est presque devenu des mots obscènes, c'est presque devenu des mots d'horreur. Un entrepreneur doit presque s'excuser d'être entrepreneur, mais dire qu'il a aussi une dimension sociale. Sans ça, ça ne va pas aller. Donc l'idée que la richesse est quelque chose qui se crée, et que ça repose sur un processus de création dynamique, est quelque chose qui a tendance à s'estomper
dans le contexte européen. Donc il y a un ressentiment anticapitaliste qui est très présent dans les sociétés européennes. À ce ressentiment anticapitaliste s'ajoute un ressentiment anti-occidental. La civilisation occidentale est rendue coupable de tous les maux. La civilisation occidentale a colonisé, elle a transformé des gens en esclaves. Quand on parle de l'esclavage d'ailleurs en France, on oublie de dire que ce sont des Africains qui prenaient d'autres Africains en esclavage avant de les vendre aux Blancs qui passaient par là. Et on oublie de dire aussi que l'essentiel de la captation d'esclaves en Afrique subsaharienne est venu du monde musulman et est venu du monde arabe. Tous ces aspects, on les gomme pour uniquement porter la culpabilité sur le monde occidental abhorré. Et je dirais que Dieudonné est quelqu'un qui a été élevé dans cet esprit, qui a été imprégné de cet esprit anticapitaliste, anti-occidental. Il est un fruit de tous ces discours-là. À ces discours-là s'ajoute bien entendu un discours anti-américain qui aujourd'hui est en train de reculer un petit peu parce que vous avez un président anti-américain à la Maison-Blanche. Donc d'une certaine manière, il fait le travail pour affaiblir les États-Unis, les éliminer de la scène du monde et les détraquer intérieurement. Et pour le moment, je veux dire qu'il parvient à de superbes résultats. Si l'on regarde ce qui se passe en Irak avec la tentative de création par Al-Qaïda d'un État qui recouvrait une partie de la Syrie et une partie de l'Irak, il parvient à des résultats remarquables. Si on regarde ce qui se passe dans la région sahélienne, la France y est empêtrée, au Mali, un petit peu plus bas en Centrafrique, on voit aussi qu'il y a des résultats remarquables de ce côté-là. Enfin, j'ai remarqué qu'en France, on n'en parle jamais. J'ai regardé des émissions de télévision récemment, par curiosité, en France, sur ce sujet, et ils réussissent le tour de force de parler de tout ce qui se passe dans toutes ces régions du monde sans jamais parler de Barack Obama. Donc on croirait que d'un seul coup, il n'y a plus d'Américains en Irak. Pourquoi? Ils sont évaporés, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a plus d'intervention en Syrie, on ne sait pas pourquoi. Il y a une multitude de choses qui se passent, on ne sait absolument pas pourquoi. Ça se passe. C'est tout, ça se passe par une forme d'opération du Saint-Esprit, comme on dit en contexte catholique. Bon. Donc nous en sommes là, donc l'anti-américanisme recule, mais il est toujours là, ne vous inquiétez pas. Il suffirait que vous ayez à nouveau un président républicain à la Maison-Blanche, et vous le verriez déferler à nouveau d'une manière absolument hystérique. Il n'y a qu'à se souvenir de la façon dont on a traité George Walker Bush pendant toute sa présidence dans le contexte français. On aurait cru que c'était la réincarnation d'Hitler, de Lucifer, rassemblé en une seule personne. Donc l'anti-américanisme est là, et l'anti-américanisme a toujours été une détestation, non pas des États-Unis, mais de ce que les États-Unis incarnent. C'est-à-dire des valeurs de liberté individuelle, des valeurs de droit. Les États-Unis sont, comme l'a écrit mon ami Yves Roucault, la puissance de la liberté, c'est cela que l'on déteste fondamentalement dans les États-Unis. Donc la détestation des États-Unis qui est fondamentalement toujours là, chez Dieudonné aussi, c'est quelque chose qu'il est en partage avec une bonne partie de ceux qui le suivaient déjà il y a 10 ans, et c'est quelque chose qu'il est en partage aussi avec l'extrême droite. Parce que j'ai employé le mot ressentiment, et c'est à dessein. Le ressentiment finit toujours par se tourner à un moment ou à un autre vers les Juifs. Ça, c'est hélas une loi de l'histoire, c'est une effroyable loi de l'histoire. Actuellement, je travaille à un livre que je vais appeler Israël expliqué à mes filles, comme ça. Et donc j'ai repris un petit peu l'histoire du peuple juif. Et l'histoire du peuple juif, c'est quelque chose qui permet de voir la démarcation entre le bien et le mal. Et ça permet aussi de voir la démarcation entre l'amour de la réussite et le ressentiment. Et je dirais que sur ce plan, le ressentiment donc, se tourne très souvent en direction des Juifs pour des raisons, hélas, bien précises. Bon. Que le judaïsme est précisément ce par quoi les notions de bien et de mal, les notions de transcendance, vous savez, tout ce que nous devons au judaïsme, ça fait aussi partie des livres que j'envisage d'écrire, ce que nous devons aux juifs et au judaïsme. Je ne suis toujours pas juif, hein, mais néanmoins, ça fait partie de mon cheminement intellectuel. Bon. Donc, concrètement, ça s'est tourné d'abord contre Israël. Et donc, vous avez vu monter l'antisionisme. Mais même quand, au départ, Dieudonné se disait antisioniste, ça ne faisait pas de lui une figure diabolique. Pourquoi? Parce que quasiment tout le monde, à gauche de l'échiquier politique comme à l'extrême droite, est
anti-sioniste de manière modérée, en disant « nous soutenons la cause palestinienne, mais un État d'Israël reconduit aux frontières de 67, c'est-à-dire à ce qu'Abba Eban appelait les frontières d'Auschwitz, ça nous conviendrait. Ça nous rappelle, il pourrait même dire que ça nous rappellerait peut-être des souvenirs, d'une certaine manière. » Donc, concrètement, ce discours-là, ça passait. Le discours antisioniste, ça passait, ça a commencé à bloquer un petit peu du côté de la gauche quand Dieudonné s'est affiché sur sa liste antisioniste avec des gens comme M. Gouasmi et qu'on a vu qu'il avait des fréquentations du côté de l'Iran. Mais même là, ça n'a pas suffi pour le diaboliser. Donc concrètement, l'antisionisme est une forme d'antisémitisme, il y a une détestation de l'État d'Israël. Comme je l'ai écrit dans certains de mes précédents livres, je dirais que Israël, vous pourrez le remarquer, est le seul État que l'on peut diaboliser intrinsèquement sans être considéré comme un être abominable. C'est le seul État dont on peut dire peut-être qu'un jour il disparaîtra, et dont on peut même souhaiter la disparition dans une conversation qui reste censée être une conversation convenable. Donc la diabolisation d'Israël, ça passait. D'ailleurs, ça passait jusque dans le Parti socialiste. Si vous regardez le rapport sur l'eau au Proche-Orient qui a été rendu à l'Assemblée nationale, vous voyez que ce rapport porte la signature de plusieurs dignitaires du Parti socialiste et qu'on y trouve souligné le mot apartheid concernant Israël. Bon. Donc, quand Dieudonné disait Israël apartheid, ça passait. Quand Dieudonné disait israélien nazi, ça passait. Bon, tout cela, ça passait sans le moindre problème. Mais quand vous commencez à mettre le doigt dans l'engrenage de l'antisémitisme, vous finissez toujours par aller plus loin, et c'est ce que Dieudonné a fait. Donc nous sommes dans ce contexte, mais ce qui n'importe de voir, c'est que Dieudonné, ce n'est que la pointe émergente de l'iceberg. En dessous, vous avez toute la nébuleuse dont il est la face émergée, simplement. Et cette nébuleuse, elle ne contient pas qu'Alain Soral, que j'ai cité tout à l'heure. Elle contient beaucoup d'organisations islamiques. Je suis allé ces derniers jours sur des sites islamiques et bon, beaucoup ont commencé par défendre Dieudonné, dire il y a une opération qui doit se monter contre nous d'une manière ou d'une autre, mais on défend Dieudonné. Puis il y en a d'autres qui ont dit non, c'est peut-être pas un bon terrain, mais enfin non, il y a beaucoup de réticence à se détacher de Dieudonné de ce côté-là. Bon, et vous avez des gens qui sont clairement des néo-nazis et des antisémites virulents. Vous avez un site qui s'appelle Joe Le Corbeau. Par exemple, bon, ce site est un site absolument abject, et c'est d'ailleurs le site dans lequel vous avez le plus de photos de quenelles, je pense. Alors là, vous avez tout l'assortiment des quenelles que certains présentaient encore il y a peu de temps comme un geste anti-système, mais vous avez ce salut nazi inversé devant le camp d'Auschwitz, devant la maison d'Anne Frank à Amsterdam, devant l'école Ozar Hatorah à Toulouse, à Drancy, devant le mémorial de la Shoah. Vous avez une quenelle de Alain Soral devant le mémorial, non, au sein même du mémorial, aux victimes juives de la Deuxième Guerre mondiale à Berlin. Donc tout cela, c'est pas un hasard. Donc les gens qui disent qu'ils ne savent pas mentent. On sait très facilement ce que l'on fait. Donc concrètement, vous avez toute une nébuleuse qui s'est dessinée comme cela, et cette nébuleuse, elle a beaucoup de sympathisants dans le contexte européen. Parce que toutes ces idées dont je viens de parler, toutes ces idées de ressentiment, elles ont disséminé, elles ont germé petit à petit, elles ont produit des résultats. Et c'est pour cela que vous avez des gens qui disent « Ah, on peut rire de tout, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rire de l'Holocauste ?» Quand même, les Juifs, ils exagèrent, hein, ils n'ont pas le sens de l'humour. Hein. Bon, vous avez ce genre de réflexion à la sortie des spectacles de Dieudonné. Donc, désormais, la haine des Juifs, c'est quelque chose qu'on peut prendre à la plaisanterie, comme une plaisanterie dans le contexte européen. C'est normal. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays, juif peut redevenir une insulte. Tu ne vas pas manger dans ton coin, tu ne vas pas manger en juif. Vous avez des réflexions comme ça qui peuvent circuler dans les cours d'école. Donc je dirais que l'antisémitisme se banalise à nouveau. Et vous avez tout un conglomérat monstrueux
d'idées qui prend forme, qui sont des idées anti-occidentales, anti-capitalistes, anti-libérales, d'une certaine manière, anti-américaines, anti-israéliennes et antisémites, qui circulent dans l'ensemble de l'Europe. Ces idées, elles circulent, c'était sous-jacent dans ce que j'ai dit, dans trois milieux essentiellement. L'extrême gauche, qui est imprégnée de ces idées, même si elles s'en défendent assez largement, les milieux musulmans, et je dis pas seulement les milieux islamiques, je dis bien les milieux musulmans, parce que simplement ça circule, parce que chez soi on peut regarder Al Jazeera, parce que ça a une multitude de raisons. Et puis l'extrême droite, qui reste aussi sur ses positions. Et autour de cela, vous avez tout un ensemble de gens qui s'alimentent dans les grands médias. Et dans les grands médias, on a tout ce discours-là, mais en version plus soft, plus atténuée. Le seul ingrédient qui manque dans les grands médias, c'est l'antisémitisme. Ça, il n'est pas énoncé. Mais quand vous regardez des émissions de télévision qui concernent Israël, par exemple, je dirais qu'il ne faut pas s'étonner si ça vient alimenter tout cela. Ces émissions, elles décrivent un pays où je ne suis jamais allé. Par exemple, on montre tout le temps des soldats sur le pied de guerre. Des fois, quand je suis en Israël, je me dis où il y a des soldats quelque part, je ne les vois pas, je ne sais pas où ils sont. Quand je suis on montre aussi des policiers un petit peu partout. Pourtant, je vais en Judée-Samarie aussi. Des fois, j'en vois un ou deux comme ça sur la frontière, mais j'en vois pas ailleurs. Et sur les routes israéliennes, je vois plutôt moins de policiers que sur les routes françaises. Donc je pense que les journalistes qui font ces reportages doivent vraiment chercher. Ils me font penser aux journalistes qui se rendent à Los Angeles. J'ai un de mes anciens étudiants qui sert de guide à des journalistes à Los Angeles. Il y a des journalistes qui ne connaissent pas du tout Los Angeles, mais quand ils arrivent à Los Angeles, ils lui disent « Emmenez-moi dans un quartier qui est un ghetto où il va y avoir de la violence ». Le reste de la ville, ils ne veulent pas voir, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est uniquement ça. Donc là aussi, je pense qu'il y a des journalistes qui cherchent ça. Mais quand vous avez des reportages sans arrêt comme cela, quand vous avez des émissions comme l'émission qui a duré 1h30, un œil sur la planète, j'ai consacré un article à ce sujet, j'avais appelé un œil borgne sur la planète. Quand vous avez ce genre de choses, il ne faut pas s'étonner si cela vient renforcer tout ce dont je viens de parler, tout ce ressentiment dont je viens de parler. Ils se disent, ils ne disent pas les choses aussi clairement que nous on les dit, mais ils pensent comme nous, sans doute, puisque regardez comment ils montrent Israël. On ne peut pas aimer Israël. Regardez comment, je le disais tout à l'heure, George Bush a été traité, et comment même aujourd'hui les républicains sont traités, comment les Tea Parties ont été décrites. J'ai donné des conférences pour les Tea Parties aux États-Unis. Ces gens, j'en ai vu aucun qui correspond à ce qu'on me décrit lorsqu'on me parle des Tea Parties dans le contexte français. Là encore, on décrit des gens que je ne connais pas, que j'ai jamais rencontrés, que je ne rencontrerai sans doute jamais. Bien que je fréquente des gens des Tea Parties. Donc, je pourrais allonger la liste à l'infini. Donc, je dirais que les grands médias alimentent tout ce discours. Et quand j'écoute des débats sur l'économie en France, bien que le français soit ma langue maternelle, très souvent je ne les comprends pas. Je me dis, mais de quoi est-ce qu'il parle? Je passe sur une chaîne américaine, je comprends tout. Pourtant c'est en anglais, c'est pas ma langue maternelle. Donc il y a quand même un phénomène étrange. Je ne comprends pas parce que c'est un charabia marxiste, keynesien, vaguement anticapitaliste, une espèce de bouillie comme ça, qui ne permet pas de déchiffrer quoi que ce soit. Donc je dirais que je pense que nous sommes dans une situation extrêmement dramatique. Et d'ailleurs, ce qui fait que cette situation me paraît dramatique, c'est qu'on ne voit pas se dessiner d'alternative à ce pourrissement qui est en train de se dessiner et de prendre forme. Il y a un journaliste israélien, je lis la presse israélienne, en général je lis la presse américaine, la presse israélienne, un petit peu la presse anglaise, et puis je finis par la presse française pour voir à quel point tout est déformé. C'est à peu près ma trajectoire tous les jours. Donc il y a un journaliste israélien qui disait « On dit que Dieudonné, ça représente la montée du fascisme. » Non, ça ressemble plutôt, disait-il, à l'époque de la République de Weimar. L'époque de la République de Weimar, vous aviez des sociaux-démocrates au pouvoir, comme ça, avec un discours qui peut ressembler au discours antiraciste qu'on voit monter, etc. Et puis vous aviez les nazis qui étaient dans l'embuscade. Et les nazis avaient un leader,
qui était Adolf Hitler, qui a fini par passer très très rapidement, mais d'un très faible nombre de voix, un très grand nombre de voix. Donc je dirais que quand vous avez une situation de pourrissement dans une société, il suffit d'une étincelle, d'un leader qui se dessine pour que quelque chose puisse prendre une forme monstrueuse. Donc nous n'en sommes pas là, mais nous sommes dans une phase de pourrissement. Ce pourrissement est là. Et ce qui manquait dans l'Allemagne de l'époque de Weimar, c'était un discours qui présente un élan en direction de la liberté, de la dignité, du droit des êtres humains et d'un retour au dynamisme de la société. Ce discours était totalement absent. Et c'est l'absence de ce discours qui a produit ce qu'on a vu par la suite. Ce que je constate en regardant la société française, la plupart des sociétés européennes, c'est l'absence de ce discours aussi. Vous n'avez personne, et j'ai publié un article il y a quelques jours sur le sujet, vous n'avez personne qui défende un discours économique qu'on appellerait en France libéral, mais qui me paraît simplement un discours économique normal de personnes qui comprennent l'économie. Bon, vous n'avez personne qui tienne un discours qui peut se rapprocher du discours conservateur à l'américaine. Si je regarde le discours de l'UDI, vous n'avez pas cela. Si je regarde le discours de l'UMP, pour le moment, vous n'avez pas cela. Donc, il y a un point aveugle, il y a une absence, et cette absence, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie l'absence d'un discours qui pourrait permettre de diriger le pays vers un espoir de redressement. Faute de cet espoir vers le redressement, qu'est-ce qui se passe? Je ne dis pas que Marine Le Pen est Hitler, bien évidemment, mais c'est qu'en France, Marine Le Pen monte dans les sondages de plus en plus. Si vous regardez le programme du Front National, c'est un programme qui n'est porteur d'aucune forme d'espoir. Outre l'antisémitisme, on essaie de cacher un petit peu, c'est un programme qui économiquement est un programme socialiste, protectionniste. Ça pourrait être le programme de Jean-Luc Mélenchon, sauf que Jean-Luc Mélenchon, lui, est favorable à une immigration massive et que le Front National n'est pas favorable à une immigration massive. C'est la seule différence qu'il y a entre leurs programmes économiques. Et si vous regardez les modèles prônés en politiques étrangères, vous voyez que c'est un programme extrêmement anti-américain et très favorable à des dictatures du monde arabe. On a une immense étude vis-à-vis de Bachar el-Assad et très favorable à Vladimir Poutine. Donc le modèle poutinien est un modèle qu'on retient au Front National et on ne voit pas que la Russie est un pays qui va très mal en termes de natalité, en termes d'économie. La Russie est un pays qui est un petit peu une Arabie Saoudite qui serait beaucoup plus au nord économiquement. C'est un pays qui vit essentiellement de matières premières, dans lequel vous n'avez quasiment pas d'industrie de transformation et quasiment pas de formation d'un capital humain porteur du dynamisme post-industriel qui est celui qui va porter le futur. Donc voilà dans quelle direction va le Front National. Donc le Front National représente une forme d'impasse dans laquelle les gens sont poussés par désespoir et par aveuglement. Parce qu'il y a un aveuglement. Je dirais que si vous regardez les gens, beaucoup de gens en France se disent « ça ne va pas ». La société dysfonctionne de tous les côtés. Mais ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas d'alternative qui leur soit proposée d'une manière claire. Et c'est là qu'il y a un problème extrêmement grave. Donc je dirais que si l'on veut répondre à la situation que je viens de décrire, il ne faut pas se focaliser sur Dieudonné. Même si ce qui semble être l'objectif actuellement, on réussissait à abattre Dieudonné, à lui faire rendre gorge, à interdire ses spectacles, à saisir l'argent qu'il a fait passer à l'étranger ou je ne sais quoi, ça ne changerait rien à la nébuleuse dont je viens de parler, parce que cette nébuleuse, elle circule beaucoup sur Internet actuellement. Et ça ne changerait rien, surtout, à ce qui est dans les têtes des gens, à toutes ces idées qui sont porteuses de ressentiment. Le ressentiment est prédominant dans l'Europe actuelle, et c'est le principal problème de l'Europe. Donc à partir de là, ou bien nous trouvons un moyen de combattre le ressentiment en combattant non pas simplement l'antisémitisme, simplement. D'ailleurs, si vous dites simplement je combats l'antisémitisme, vous entendrez beaucoup de gens qui vont vous dire « Ah, on a entendu ça depuis 60 ans ou 70 ans, il y en a marre, changer de disque, et puis il y en a que pour les juifs, d'une certaine manière. » C'est un petit peu le discours qu'on entend souvent. Donc, il faut combattre le ressentiment sous toutes ses formes.
c'est-à-dire les formes que j'ai énumérées, c'est-à-dire anticapitalisme, anti-américanisme, anti-israélisme. Qu'est-ce qu'on déteste dans Israël? Si Israël était un pays sous-développé et en ruine comme les pays environnants, on n'aurait pas grand-chose à reprocher à Israël. Ce qu'on reproche à Israël, c'est d'être un pays debout, c'est d'être un pays énergique, c'est d'être un pays qui a un dynamisme économique que l'Europe n'a plus aujourd'hui. C'est tout cet ensemble de choses qu'on reproche à Israël, c'est d'être un pays libre et digne. Voilà. Bon. Donc c'est du ressentiment essentiellement contre Israël. Bon. Donc, si un combat doit être mené, c'est un combat qui devrait être beaucoup plus large que cela. Est-il possible de le mener? Je dois dire que j'ai des doutes sur ce sujet, parce que nous sommes dans un contexte où, en France, le renouvellement politique est quasiment absent. À la limite, vous n'êtes pas passé 20 ans dans un parti politique, vous n'avez aucune chance d'émerger. Il faudrait que vous passiez par tout un ensemble de ramifications. Et le système de financement des partis politiques empêche ce renouvellement, puisqu'il y a une prime aux partis qui ont déjà présenté des candidats aux élections précédentes qui reçoivent de l'argent par le gouvernement. Donc vous avez un système sclérosé sur le plan politique, complètement sclérosé. Vous avez un débat d'idées qui est complètement verrouillé. Les grands médias sont très largement tenus. Un certain nombre de discours ne peuvent pas s'y énoncer, ou quasiment pas. Comme je le disais à quelqu'un avant de commencer, je suis presque allé en Israël il y a une dizaine de jours pour avoir 16 minutes de temps de parole à la télévision sur I24 News que je vous recommande. Mais quasiment que j'aille en Israël pour avoir ce temps de parole sur une télévision francophone. Et je ne peux pas avoir ce temps de parole, même la moitié de ce temps de parole, dans une émission de télévision française. Je ne suis pas le seul à être dans ce cas-là. Je pourrais dire la même chose concernant mon ami William Goldnadel et une multitude d'autres gens. Michel Gurfinkel, qui n'est quasiment jamais invité à la télévision, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples. Shmuel Trigano, jamais non plus, bien évidemment. Bon. Donc, nous sommes dans une situation où les grands médias sont tenus et où tout un ensemble de discours ne peuvent pas passer, ne peuvent pas se faire entendre et sont totalement inaudibles. Et donc à partir de là, je dirais que le débat d'idées est mort, ou quasiment mort, dans le contexte français. Lorsque je fais des recherches de livres sur des thèmes, que je vais regarder sur Amazon, sur d'autres sites, en anglais je trouve une multitude de livres. En français, je trouve uniquement des livres orientés d'une certaine manière. Et de temps en temps, marginalement, un livre qui est un petit peu différent. Mais c'est de plus en plus rare. C'est de plus en plus rare parce que vous avez un cercle vicieux qui se met en place. C'est-à-dire que les livres qui seraient différents, qui apporteraient un autre point de vue, sont des livres dont on ne va pas parler à la radio, dont on ne va pas parler à la télévision, dont on ne va pas parler dans les grands journaux. Donc à partir de là, ils se vendent moins. Comme ils se vendent moins, l'éditeur qui les publie peut avoir des difficultés financières et il peut se retrouver en faillite. Au cours des 10 dernières années, 3 de mes éditeurs ont été en faillite. Donc je vois hélas de quoi je parle lorsque je parle de ce sujet. Donc nous sommes dans ce contexte. Donc renouveler le débat d'idées, ça me paraît très difficile. Ou bien, ceci étant dit, je dirais, on parvient à renouveler le débat d'idées, et dans ce cas-là, il y a un espoir de sortir du pourrissement, ou sinon ce pourrissement peut mener vers le pire. Je ne sais pas quelle forme prendra ce pire, je ne sais pas si je ne parviens pas à contribuer à ce débat d'idées, j'attendrai de voir si le pire advient, mais je dirais que sans ça, l'autre issue, c'est de partir et de chercher des cieux plus sereins. On va passer aux questions, je pense que vous en avez beaucoup. Moi, il y avait une question à te poser, c'est qu'on parle beaucoup du discours de Dieudonné dans ces spectacles, mais on ne parle pas beaucoup des réactions des spectateurs de ce spectacle. Parce qu'il suffit de voir des films sur la salle, parce qu'on a des gens qui filment un petit peu, et on voit des colibés antisémites, des rires sur l'antisémitisme, etc., qui révèlent quand même l'antisémitisme de ceux qui viennent pour voir ce spectacle. Et quand on entend parler, je ne sais pas si tu as vu, hier, il y avait des gens qui sortaient du spectacle, qui étaient interviewés par la télévision France 2, et les gens disent, mais finalement, on veut l'interdire parce que tout ce qu'il dit est vrai. Donc, l'essence de l'antisémitisme est, à mon avis, dans la salle. Et quand j'entends, j'ai vu Plenel qui parlait pour libérer, parce qu'il y a des gens, des jeunes
qui viennent rire et qui ne savent pas qu'il y a de l'antisémitisme quand ils viennent voir Dieudonné. Je pense que ça aussi, il faut peut-être le dénoncer, autant que le spectacle lui-même. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que c'était bien plus vaste que Dieudonné lui-même. Parce qu'il remplit une salle, effectivement, et les gens adhèrent à son discours, rient, ils ne voient pas ce qu'il y a de mal à rire à des plaisanteries abjectes, comme ça. Même si, ils peuvent venir. Ils viennent pour ça. Et je dirais que le discours qu'on entend très largement chez ces gens, c'est qu'ils sont contre le système. Et je dirais que le système, c'est tout ce contre quoi, à mes yeux, le ressentiment dont je parlais il y a un instant se trouve dirigé. Le système, c'est les capitalistes, c'est les financiers, c'est les puissants, souvent des juifs, c'est ceux qui sont tentés de tenir les médias, c'est Israël, c'est les États-Unis, c'est tout ça. C'est tout ça le système. Donc être anti-système, c'est être contre tout ça à la fois, et on doit pouvoir exprimer son ras-le-bol du système. Donc c'est effectivement, ça correspond au pourrissement dont je viens de parler. Effectivement, si on regarde la salle des spectacles de Dieudonné, mais les gens rient, les gens attendent même, ils attendent qu'il en rajoute même. Et c'est pour ça que de temps en temps, emporté par son élan, il en rajoute effectivement. Oui, on va passer aux questions. Simplement, j'ai personnellement été 3 fois voir son spectacle dans les 8 dernières années. Oui, 3 fois. J'y suis allé parce que je voulais voir. Et effectivement, c'est remarquablement bien fait. Parce que vous vous sentez emmené où il veut vous emmener. Quand il commence à dire le capitalisme, vous le connaissez, mais bon, allez, je ne vais pas vous donner des noms, mais à qui vous pensez d'abord? Il y en a un dans la salle, Rothschild. Il y en a un, et c'est parti comme ça. Et c'est très bien mené, c'est parfaitement rodé, c'est un spectacle qui est bien. Le deuxième, le deuxième, peu de gens le savent, mais lorsqu'il y a eu la commémoration l'année dernière concernant Ilan Halimi, boulevard Voltaire, Ilan Halimi, boulevard Voltaire, il y a eu une vidéo qui a été prise par Dieudonné, enfin par ses comparses, et elle a été en 40 minutes complètement analysée. J'ai cette vidéo, où on me traite d'ailleurs dedans, je ne vous dirai pas, mais c'est véritablement un argumentaire précis qui peut être à tout moment enclencheur de systèmes antisémites d'une façon précise. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est merveilleusement bien orchestré, et c'est bien amené, et comme l'a dit effectivement Guy, les gens qui viennent, de temps en temps, c'est comme, vous savez, certains chanteurs qui viennent, on connaît toutes ces chansons, certains en demandent, en disant oui, mais tu nous as pas parlé de ça, tu nous as pas parlé... Monseigneur 23 vient de prendre position tout dernièrement. Pensez-vous, que pensez-vous de l'écho que puisse avoir cette prise de position, d'une part dans le monde catholique français, et plus généralement auprès des Français? Je pense que cela aura peu d'écho, parce qu'un évêque, un cardinal, etc., fait partie du système pour tous ces gens-là. Donc ça n'aura pas vraiment d'écho. Et puis il ne faut pas oublier que la France est un pays qui est très largement déchristianisé, où les valeurs du christianisme sont complètement péjorées, et où on peut cracher impunément sur le christianisme. Vous n'avez qu'à voir ce qu'a fait une des Femen récemment dans l'église de la Madeleine, en mimant, en étant censé mimer un avortement du Christ, et avec un morceau de foie de veau, je crois, ou quelque chose comme ça, sur l'autel, et donc en disant, en ajoutant, si Marie avait avorté, nous n'aurions pas tous ces problèmes. Voilà. Bon, à ma connaissance, elle n'a pas été poursuivie. Bon, c'est un acte parmi une multitude d'autres. C'est banal maintenant. Les églises sont quasiment vides. Il n'y a quasiment personne dans les églises. D'ailleurs, la France est un des pays qui démolit le plus d'églises actuellement. On rase les églises parce que ça ne sert plus à rien. Ou alors on les revend. On pourrait peut-être les transformer en mosquées. Oui, c'est ce qui se produit en Angleterre. Oui, en Angleterre, on les transforme en mosquées, effectivement. C'est un projet qui pourrait avoir de l'avenir. À mon avis, c'est une espèce de jalousie qu'il y a eu,
d'Ismaël donc le fils vers Isaac, et tout ça s'est perpétué dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Vous avez parlé de quelque chose, justement, le bien et le mal. Donc, ce mal est-il venu de là? Ça, c'est première question. Et deuxième question, on se demande dans la prophétie d'Ézéchiel, tout le mal viendrait du nord. Et je pense à la Russie qui excite tous les pays arabes à se retourner contre l'Amérique, contre l'Europe et contre tous les autres pays. Je pense que le ressentiment est quelque chose qui est inhérent à tout un ensemble d'éléments qui sont liés au christianisme. Le christianisme a tenu absolument à se dissocier du judaïsme parce que son origine est dans le judaïsme. Donc il a pu péjorer le judaïsme, parler du peuple déicide, etc., qui n'en connaît pas le Fils de Dieu, etc. Bon, vous connaissez tout ça. Bon, donc vous avez 2000 ans de ressentiment chrétien anti-juif qui sont derrière nous. L'islam est encore plus ressentimental, puisque l'islam est censé être la troisième religion révélée, et en fait le Coran, c'est des morceaux de la Bible très très mal recopiés, avec en supplément des éléments opportunistes, sans avoir été dictés par Dieu en arabe, puisque selon les musulmans, Dieu parlait arabe directement, ce qui est absolument extraordinaire. Bon, donc vous avez du ressentiment dans les deux cas. Le ressentiment est quelque chose de très ancien, le socialisme en soi est ressentimental depuis le départ, etc. Le communisme a fortiori, etc. Donc le ressentiment est très ancien, nous sommes toujours face au ressentiment. Je dirais qu'il y a deux valeurs fondamentales dans l'humanité, le ressentiment et l'amour de la réussite. Je dirais que deux des sociétés qui sont basées sur l'un ou sur l'autre, des éléments qui prédominent dans une direction ou dans l'autre dans les sociétés. Pour le moment, les États-Unis ont été basés sur l'amour de la réussite. Obama essaye d'y injecter le ressentiment autant qu'il le peut. La France est très imprégnée de ressentiment. Hélas, l'amour de la réussite a tendance à y disparaître. Israël est une société qui est prédominante dans la direction de l'amour de la réussite, même si vous avez quelques ressentimentaux par-ci, par-là, qui peuvent vociférer. Bon, donc, voilà. Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, ce serait beaucoup plus compliqué. Je dirais que Poutine doit prendre un certain nombre de positions pour essayer de préserver la Russie ou de reconstituer la puissance de la Russie, et il tire avantage de la politique désastreuse menée par Barack Obama au Proche-Orient. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Barack Obama recule ou crée un désastre, il en profite pour avancer. Mais je dirais que pour danser ce genre de tango désastreux, il faut être deux. Et donc, Poutine a pour comparse Obama. Sans Obama, vous n'auriez pas ces avancées de Poutine. Il a lui-même ses problèmes avec ses musulmans. Oui. Oui, mais justement, oui, il y a aussi effectivement cette dimension, mais là, j'hésitais à rentrer dans une analyse géopolitique. Poutine a des problèmes avec l'islam radical sunnite, et donc sa tentative de s'appuyer sur un arc chiite est une manière d'essayer de disposer d'un cordon de sécurité qui l'isolerait de l'islamisme radical sunnite. Comment se fait-il qu'un être qui est depuis des années condamné de fait, et qu'aucun journaliste n'est allé interviewer un procureur, comment on ne peut pas faire des contraintes par corps, par exemple saisir une recette, etc. Ça, je crois que je l'ai entendu dans un micro-cravate, dans un micro-trottoir, par des gens qui disent qu'on ne comprend pas. Alors que moi, quand je ne paye pas une amende de 17 €, que je me fais flasher, dans les 48 heures, j'ai une application. Alors, c'est là que je voudrais poser cette question. Comment se fait-il que dans un état de droit, donc chacun s'accorde à dire que c'est la représentation de notre République, on découvre qu'après un certain nombre d'années, la justice n'est pas appliquée. Et je voudrais vous donner, je ne sais pas si c'est un scoop, mais cet après-midi, le tribunal administratif de Nantes s'est défaussé. Il a botté en douche, c'est-à-dire qu'il s'est déclaré incompétent de Bordeaux, pardon. Voilà. Non, c'est demain. Voilà. Non, le tribunal administratif, suite à la plainte de Bordeaux. Par rapport à l'interdiction. Voilà. Alors, donc là, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cet état de droit, c'est l'attitude de cette justice. Alors, je comprends quand notre ami Veil nous a raconté le mur des cons, qu'il y a aussi du ressentiment chez la justice.
c'est bien, mais tout de même, voilà. Donc on est en droit de s'interroger sur l'application de la justice dans un pays des droits de l'homme. Non, je ne pense pas que nous sommes dans un état de droit, je pense que nous n'avons jamais été dans un état de droit. Un état de droit, c'est un état dans lequel il y a des principes de droit qui sont posés une fois pour toutes et qui doivent être respectés. Et la justice est effectivement une justice qui peut être tout à fait arbitraire, où les juges peuvent interpréter la loi, et puis en plus c'est une justice qui est de plus en plus noyautée par des porteurs du ressentiment. Si Clément Veil-Rénal, qui est aussi un ami, est venu ici, il a pu vous en parler, le syndicat de la magistrature est très puissant à l'intérieur de la justice. Et donc vous avez des juges qui rendent des décisions à géométrie variable. Ils ne vont pas juger de la même façon toutes les personnes et tous les cas. Et donc si un juge a des sympathies entre guillemets pro-palestiniennes ou plutôt gauchistes, eh bien il va juger d'une certaine manière. Je peux compléter ça parce que malheureusement on est bien placé pour savoir ce qui se passe. Comme tu l'as très bien dit, d'abord en France, il n'y a pas un pouvoir judiciaire, mais une autorité judiciaire, ce qui change beaucoup de choses par rapport aux États-Unis ou en Angleterre, où le pouvoir est complètement indépendant et un pouvoir à part entière. Il est une autorité sous l'exécutif, ce qui change un petit peu la donne de toute façon. Le problème de la réforme pénale qui a eu lieu il y a très longtemps avec Badinter, c'est qu'elle a supprimé les peines minimales. En fait, dans l'ancien code pénal, il y avait un minimum et un maximum, il y avait une fourchette, ce qui contraignait d'une certaine manière le juge à donner un minimum. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un maximum. C'est-à-dire que le juge fait pratiquement la loi, puisqu'il peut appliquer la loi comme il l'entend d'une certaine manière, avec le maximum qui lui est toléré. Et ça me ramène à ce que j'ai entendu hier par le bâtonnier, Monsieur Le Sur, Maître Le Sur, qui dit « Mais il ne faut pas interdire le spectacle de Dieudonné, il faut passer par la justice, puisque Dieudonné encourt 1 an de prison ferme. » Encourt 1 an de prison ferme. Quelqu'un qui viole, il encourt la perpétuité. Combien ont été condamnés à la perpétuité? Quelqu'un qui tue, encourt la perpétuité. Combien ont été condamnés à la perpétuité? L'histoire de Dieudonné et de... La perpétuité n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle n'existe plus. En fait, la perpétuité, c'est 35 ans. Hein, l'affaire Soral et Dieudonné, on la connaît bien, puisque dans cette loge, c'est des individus de cette loge qui ont entamé la première procédure contre Soral, il y a maintenant, je ne sais pas, près de 10 ans, sur une intervention de Soral à l'époque sur France 2, dans une émission qui s'appelait Complément d'enquête, et où il avait dit, textuellement, les Juifs, ça fait 5000 ans qu'ils nous emmerdent, c'est normal qu'ils dérouillent tous les 50 ans. Bon. Et personne, à l'époque, toutes les institutions dont on parle aujourd'hui, la Ligue des droits de l'homme, la LICRA, personne, à l'époque, n'a voulu poursuivre Soral pour une raison. C'est qu'à l'époque, on avait au tribunal, la 17e chambre, une certaine juge qui s'appelait Madame Fédot, je cite son nom, parce qu'elle le mérite, qui n'a jamais condamné Dieudonné et les autres auparavant, parce qu'elle trouvait que c'était un délit d'opinion. Et elle n'a jamais considéré que les propos qui étaient tenus étaient un délit tout court. Et donc, on n'avait jamais réussi à faire condamner ces gens-là. Avec Soral, c'était très difficile, et ça a été la première condamnation pour ce type de propos dans des médias, etc. Et Soral a été à l'époque un peu assommé parce qu'il a été condamné à une amende alors qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, et il s'est un peu calmé pendant quelques temps, puis il est revenu à la surface. Mais ça l'avait un petit peu. Dieudonné, nous sommes dans cette loge, avec d'ailleurs d'autres participants d'autres loges qui sont ici, et représentés par Maître Bakouche qui est dans la salle. On a poursuivi constamment Dieudonné. 15 fois, 20 fois, 30 fois, je ne sais plus, et il est là, il va vous le dire. Chaque fois, le maximum qu'il obtient, c'est une amende. Une amende qu'il ne paye pas. Mais ça met des années à aboutir, parce qu'il y a la première instance qui dure, parce qu'on est dans une procédure très compliquée, qui est celle de la loi de la presse, etc. Après, il fait appel. Après l'appel, il y a cassation, parce qu'on est en pénal. Donc, tant que la cassation n'a pas dit le dernier mot, il n'y a rien qui se passe. Et puis, éventuellement, après, il y a la Cour européenne de justice.
combien d'années ça représente? Si aujourd'hui, on s'appuyait sur cette théorie d'aller au pénal, c'est-à-dire que le spectacle dont on va interdire le jeu demain va être traité dans 8 ans. C'est ça qu'on veut pour empêcher le spectacle, mais c'est se moquer du monde de dire ça. Et quand j'entends des gens parler à la radio en disant, notamment Plenel, parlait tout à l'heure Plenel, mais la liberté d'expression, c'est le droit à la dignité des personnes d'abord. Quand il y a eu un fameux livre qui vient de sortir sur le Front National, où 2 personnes du Front National étaient nommément explicitées sur leur vie privée, etc., qui étaient homosexuels, etc., le tribunal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interdit une partie du livre. Pourquoi? Parce que c'est une atteinte à la vie privée, à la dignité de la personne. Est-ce que les Juifs, en tant que tels, n'ont pas le droit à cette dignité? Non pas parce qu'ils sont parce qu'ils sont 600 000. Alors parce qu'on est 600 000, on n'a pas le droit à la même chose que chacun individuellement a droit. Est-ce qu'on a le droit de se moquer de nous, de rire de nous insulter, comme dans les années 30, ou dans les cabarets, des gens qui se disaient comiques, nazis, faisaient rire les gens sur les Juifs et leur nez crochu. Lorsque dans les cinémas, un film qui s'appelait Le Juif Sus a fait 2 millions de spectateurs, à une époque où le cinéma était ce qu'il est. 2 millions de spectateurs en France sur Le Juif Sus. Est-ce que c'est ça qu'on veut à la France de l'an 2000? Non. Et je pense que là-dessus, on doit être intransigeant. La liberté d'expression, ce n'est pas la liberté d'insulter les gens. Et je reviens un petit peu sur ce que disait tout à l'heure Guy. On confond 2 choses essentiellement différentes. La liberté d'expression, c'est la liberté de critiquer tout système de pensée, qu'il soit politique ou religieux. On a le droit de critiquer le judaïsme, on a le droit de critiquer le christianisme, on a le droit de critiquer l'islam. On n'a pas le droit de critiquer les personnes qui le pratiquent en leur accablant des qualificatifs qui n'ont rien à voir avec la religion. Quand on attaque les juifs, on ne les attaque pas sur le fait qu'ils mettent la kippa ou qu'ils font le Shabbat. Non, on les attaque parce qu'ils représentent l'argent, parce qu'ils représentent le pouvoir, parce qu'ils investissent les pouvoirs, parce qu'ils empêchent les autres de vivre, toutes choses qui sont fondamentalement fausses et qui incitent les gens dans la misère, qui sont dans des systèmes difficiles, dans des systèmes où ils ont du mal à vivre. Ils les incitent à trouver le bouc émissaire présenté devant eux sur un plateau d'argent, et ça amène à des mérins, ça amène à un anémie, ça amène à des meurtres. Non, nous ne laisserons pas cela se faire, et s'il faut, et effectivement, comme le dit notre ministre de l'Intérieur, changer la loi pour que le tribunal administratif ne puisse pas rétablir une interdiction, alors changeons la loi, parce que la loi a été changée pour donner la citoyenneté aux Juifs, la loi a été changée pour donner le droit de vote aux femmes, la loi doit être changée pour rétablir l'éthique et la dignité aux Juifs. Bravo. Avant de prendre une autre question, je vais rajouter quelque chose qui montre qu'on est dans une société où un climat malsain s'est développé. C'est que j'en parlais avec des amis américains, ils me disaient, mais aux États-Unis, quelqu'un comme Dieudonné, il n'aurait même pas eu besoin de le condamner en justice. Ça aurait fait un tel scandale qu'il aurait été marginalisé et évincé totalement, très rapidement. Donc là, on voit qu'il y a un problème réel dans la société française, parce qu'en France, les salles de Dieudonné sont pleines à craquer. On ne part pas de ce qu'a fait le maire de Bagnolet en nommant citoyen d'honneur Georges Ibrahim Abdallah, qui est un assassin patenté terroriste anti-israélien, anti-américain. Ça, personne n'en parlait, personne n'a critiqué. Ça, c'est ignoble. Parce qu'effectivement, cela, on n'en parle pas de ces gens-là. Je ne vais pas passer en revue tout ce qui s'est passé ces derniers temps à ce sujet. Enfin, il y a eu pendant la fête de l'humanité aussi des horreurs qui se sont débitées contre les Juifs et contre Israël. Enfin bref. Donc, je dirais que la focalisation, elle doit sortir de Dieudonné. Je vous pose la question. Je ne pense pas qu'il faille poursuivre cette focalisation, parce qu'en réalité, il y a une manœuvre de diversion qui se fait,
Et on n'attaque pas la véritable cible, c'est-à-dire l'extrême gauche, qui, elle, alimente cet iceberg depuis 50 ou 60 ans, et cela, on n'en parle pas de cela. L'extrême gauche et les islamistes. Voilà, donc... les médias. Les médias, monsieur. Tout est biaisé en France aussi à cause de l'information, qui ne rapporte pas les faits, qui rapporte les faits à travers un prisme politique qui est le leur. En 2003, il est devenu clairement anti-sioniste. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il a rompu avec Elie Semoun. Et puis après, il est resté quelques années anti-sioniste, entre guillemets, et maintenant, il est antisémite, tout court. Donc c'est un glissement progressif, mais il a commencé à l'extrême gauche. Il a toujours un public d'extrême gauche qui le suit, qui n'a pas abandonné depuis cette époque-là. Parce que ce public d'extrême gauche le suit, parce qu'il est aussi anticapitaliste, anti-impérialiste, etc. Tout un ensemble d'anti dont j'ai parlé. Tous ces gens le suivent. Il y a peut-être des choses qui les dérangent, encore non, il les entraîne dans cette direction, mais il est imprégné de ressentiment. À l'époque, il l'était déjà, mais il était dans un ressentiment acceptable pour les grands médias. Mais pour reprendre juste ce que disait Marie, elle a tout à fait raison, et je le vois par rapport à mon propre travail. J'ai publié 2 livres sur Barack Obama. C'est les 2 seuls livres à expliquer vraiment qui est Barack Obama, ce qu'il veut et ce qu'il fait. C'est les seuls sur le marché français. J'ai été totalement boycotté par tous les grands médias. Et pourtant, vous pouvez reprendre chacun de ces livres. Tout ce que je dis dans le premier qu'Obama va faire dans les années à venir, il l'a fait. Bon. Donc je ne me suis pas trompé. Je sais pourquoi je ne me suis pas trompé. Je me documente, je fais mon travail sérieusement. Mais les médias ne veulent pas entendre ce type de discours. C'est comme ça. J'ai sorti 2 livres l'an dernier, puisque on est dans la nouvelle année. Un qui est l'islam radical est une arme de destruction massive, où j'explique le caractère fallacieux de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Ça va dans ce sens-là. Est-ce qu'on m'a demandé d'en parler dans les grands médias? Non. J'en ai publié un autre qui s'appelle l'État à l'étoile jaune, sur Israël, la façon dont Israël est traité dans les grands médias. Est-ce qu'on m'a demandé comme ça de parler de ça pour rectifier un petit peu? Non, même pas une minute, rien. Voilà où nous en sommes. C'est pour rebondir par rapport au monsieur de tout à l'heure, quand il disait qu'il n'était pas intéressé par Dieudonné. Moi, je dirais que la nébuleuse, elle a besoin de Dieudonné. La nébuleuse, elle est cachée, mais on a toujours besoin d'un leader. Bien sûr, et c'est un très bon leader, parce que monsieur disait tout à l'heure que les spectacles étaient bien rodés, bien ficelés. Donc, au contraire, je pense que Dieudonné est un très bon vecteur, et qu'il faut le combattre aussi. Il fait partie. Et c'est lui la figure de proue de tout ça. Donc, non, il ne faut pas se désintéresser de Dieudonné, je crois. Il traîne derrière lui énormément de gens. Le maire de Bagnolet, on le poursuit comme les autres, hein, parce que nous, on a une théorie, qu'il soit maire, qu'il soit député, qu'il soit sénateur, s'il a des propos antisémites, on le poursuit. On a poursuivi récemment encore la sénatrice, l'ex-sénatrice Donc, on poursuit tous ceux qui font soit ça, soit d'ailleurs de l'antisionisme primaire avec le BDS. Bon. Mais il y a un phénomène qu'on ne peut pas nier, qui est le BDS, qui est le boycott. Dieudonné, parce que comme l'a très bien expliqué Simon, il attire derrière lui énormément de monde. Le zénith qu'on veut interdire, il est complet, 5500 personnes. Les zéniths un peu partout sont déjà pratiquement complets. Et ces vidéos antisémites, je ne sais pas si vous en avez vu quelques-unes, parce que moi j'en envoie de temps en temps, mais d'une horreur absolue, elles sont vues à des millions d'exemplaires. Parce qu'elles sont pas forcément uniquement en France d'ailleurs, mais elles sont très populaires. Et quand les gens rigolent sur ces vidéos, c'est quand même un symptôme qui est conséquent, parce qu'on ne rit pas comme ça quand on voit quelque chose de dramatique. Imaginons un instant qu'on ait parlé comme ça de l'islam et du Coran. Je pense que le pays serait à feu et à sang aujourd'hui. Quand on a parlé des caricatures, on a eu des émeutes, mais des émeutes incroyables. On brûlait les choses, on cassait les choses, etc. Imaginez un seul instant que ce discours était contre l'islam et le Coran.
imaginez la situation de notre pays aujourd'hui. Dieudonné serait mort. Comment? Dieudonné serait déjà mort. Dieudonné serait déjà mort, et tous ceux qui étaient dans la salle Il y aurait une fatwa sur lui. Non, Charles Bakouche, le dit, Charles. Puisque nous avons le plaisir d'avoir Charles Bakouche, qui est avocat. Ensuite, madame... Il y a Jean-Marc. Il y a Jean-Marc et Claudine qui ont levé la main, dans l'ordre. On a déjà parlé. Je voudrais juste apporter quelques précisions à cet excellent exposé. C'est d'abord, c'est vrai qu'il faut poursuivre tout le monde, et nous poursuivrons tout le monde. Il n'y a pas que Dieudonné ou le maire de Bagnolet. Non, pas le maire de Bagnolet, celui dont vous avez parlé tout à l'heure. Non, c'est un autre qui s'appelle le Corbeau. Le Corbeau. Nous avons aussi le citoyen engagé. Nous avons aussi derrière son anonymat. Oui, on connaît son nom. Il y a aussi le citoyen engagé qui s'appelle Blanc, qui est à Saint-Étienne. Nous avons aussi Zéon, le dessinateur, qui a fait qui a fait les affiches de la Bastille, avec le juif avec le petit chapeau, le nez crochu, les oreilles décollées. Nous avons aussi un Boris Lelay, qui n'est pas le président de TF1, mais qui est un breton qui en a assez de voir la mainmise des sionistes et des juifs sur les institutions françaises. Et là, je dois apporter un tout petit bémol à ce que vous disiez à propos de la justice française. Et ça, je rejoins notre ami tout à l'heure, c'est que c'est le pouvoir politique qui a été, à mon avis, extrêmement complaisant. Parce que, effectivement, quand le fisc avait tous les moyens, avec Tracfin par exemple, avec tous les moyens de poursuivre, de saisir, ou de bloquer ici ou à l'étranger, des moyens que nous n'avons pas, que ce soit les loges du Blémrit, ou que ce soit le Bureau national de vigilance auquel je veux rendre hommage, puisque c'est aussi avec lui que nous poursuivons l'ensemble de ces gens. Il faut que vous sachiez que pour le maire de Bagnolet, nous avons présenté une requête devant le tribunal administratif pour interdire cette citoyenne d'honneur, parce que c'est quand même un délinquant qui a agi en France, ce Abdallah, c'est pas seulement... Il est emprisonné en France. Il est en prison. Il est en prison en France, donc c'est en France que ça se passe. Et je voudrais attirer votre attention sur deux points, et puis j'en ai terminé, parce que c'est d'abord sur cette fameuse antisionisme. L'antisionisme est une absurdité, je ne vais pas faire un débat ici, c'est une absurdité totale. Parce que c'était comme si on disait je suis anti-parisianisme. Les Parisiens n'ont pas le droit de vivre à Paris. Vous n'avez pas le droit, monsieur Milliard, d'aller en Israël parce que je suis antisioniste. Ça ne veut rien dire, c'est une absurdité absolue. Ce mot antisioniste, c'est de l'antisémitisme pur, c'est même pas un masque. C'est un mouvement de libération nationale d'un peuple qu'on peut apprécier ou pas, mais je ne peux pas dire que je suis anti-FLN ou anti-MLPA, je ne suis pas anti-FLN. Je dis, il y a eu une histoire qui a fait que le FLN a créé un État en Algérie, ou le néo-destour en Tunisie, etc. Mais de dire je suis antisioniste, mais je ne suis pas antisémite, c'est un mensonge, c'est une idiotie, c'est une ineptie. Et j'avais eu un discours, mais très rapidement, avec M. Delval, que vous connaissez, qui est un bon débatteur, et qui disait on a le droit d'être antisémite dans une réunion, et on n'a pas le droit d'être antisioniste, mais on n'a pas le droit d'être antisémite. Et je l'ai repris en lui disant si je vous dis ça, c'est que vous acceptez qu'on soit antisémite sous le couvert de dire je suis antisioniste. Est-ce que je suis anti-Arabie Saoudite? Je ne veux pas que l'Arabie Saoudite existe. Je peux le penser si je suis un peu fou, mais elle existe. Elle est là. Donc je dois faire avec. Voilà, c'est pourquoi je termine sans faire de grandes phrases. Nous sommes en guerre. Et ça, M. Milliard l'a très bien dit. Il a dit d'une autre façon, nous sommes en guerre. Et cette guerre, nous devons la mener tous. Nous devons agir en permanence avec tous les moyens que nous avons, chacun d'entre nous avec ses moyens. Nous devons savoir que nous sommes en guerre. Bravo. Bravo, Charles. Claudine, tu voulais prendre la parole. Franchement, je tiens à remercier Charles Bakouche, notre avocat dans toute cette affaire, et j'espère qu'on va tous l'applaudir parce qu'il le mérite vraiment. Jean-Marc Moscovici, Europe Israël. Nous travaillons sur le dossier Dieudonné et sur le dossier Soral depuis au moins 1 an et demi, au minimum, et nous sommes heureux qu'ils sortent enfin. Alors, contrairement à ce que disait monsieur, c'est pas juste un clown ni un pantin, c'est vraiment le chef de file de l'antisémitisme en France avec Alain Soral.
je connais parfaitement toute la sphère et tous les réseaux d'influence. Je vais vous faire des révélations pour vous montrer à quel point la police française ne va pas chercher bien loin. On a su depuis très longtemps qu'il envoie de l'argent régulièrement au Cameroun. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a 4 femmes au Cameroun, il est polygame, qu'il a un fils qui vit au Cameroun, et donc il envoie tous les mois de l'argent. On a même les copies des relevés, on attend les originaux. Donc si nous, simples militants, on arrive à trouver ces informations, on s'étonne que la police ne les ait pas trouvées. Bon, il faut savoir que cette sphère-là est une sphère très dangereuse et très maléfique. Derrière, il y a le FN. Derrière, il y a l'islam radical chiite. Il y a l'Iran, il y a Bachar el-Assad, il y a tout ça. Châtillon, par exemple, membre du FN, va chercher des valises d'argent en Syrie auprès de Bachar el-Assad et les ramène. C'est pour ça qu'on n'entend jamais le Front National s'en prendre à l'islam chiite. L'islam sunnite, sans problème, mais l'islam chiite, on n'en entend jamais parler. Donc tous ces gens-là sont des gens très très dangereux. Dieudonné a été instrumentalisé par Soral. Il faut savoir que si Dieudonné a inventé la quenelle, elle n'était pas antisémite. Antisémite, c'était un geste anti-système. Bon, avec tout ce qu'a dit Guy sur le système, sauf qu'Alain Soral a été le premier à en faire un geste antisémite. En le faisant à Berlin, comme tu l'as dit, il a rendu le geste antisémite. Et c'est à dessein, parce que lui, c'est un vrai antisémite, c'est un vrai idéologue, et derrière, il véhicule, il influence beaucoup de gens, y compris au Front National, puisqu'il a été le conseiller de Marine Le Pen. Donc, il est évincé, mais il y a beaucoup... Si vous regardez la liste antisioniste, moi, j'y crois pas une seconde. La liste antisioniste, j'ai rencontré Ahmed Moualek, 7e de liste, sur la liste antisémite, antisioniste, pour moi c'est la même chose. Il nous a clairement dit que le FN était derrière cette liste-là. Ah bon. Voilà. Et si vous regardez, il y a 4 membres du FN sur cette liste. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser le rôle de Dieudonné. Alors ce qui a amené Dieudonné, pour répondre à la question, à devenir antisémite, c'est purement du ressentiment, parce que son ami Elie Semoun a été embauché par Arthur. Arthur a refusé d'embaucher Dieudonné parce qu'il ne le trouvait pas drôle. Ensuite, en 2003, Dieudonné avait un projet de film qui s'appelait Le Code Noir. Il a amené des producteurs juifs qui lui ont demandé d'enlever les références à la Shoah. Il a refusé, donc les producteurs juifs ont refusé de faire le film. Et depuis, il en veut aux juifs. Ses propriétaires sont juifs. Ses propriétaires sont juifs, oui, c'est vrai. Jean-Marie Le Pen est le parrain de la 3e fille de Dieudonné. Bon, donc, ça veut dire, parce que pour être le parrain de quelqu'un, il faut vraiment être très 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 proche à toute la vie. Voilà. Si on veut interdire ces spectacles, il faut qu'il y ait un trouble à l'ordre public. Or, le trouble à l'ordre public arrive lorsqu'il y a une confrontation entre des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Alors, si on manifestait aujourd'hui, de toute façon, à mon avis, ça n'aurait rien changé, puisque demain, le spectacle a lieu, etc. Demain, on va avoir la décision du tribunal administratif de Nantes. Donc, personnellement, je pense que la manifestation, si elle avait eu lieu demain, elle aurait dû être maintenue. Parce que c'est pas sûr du tout que le tribunal administratif va confirmer la décision du préfet et va interdire le spectacle. Imaginons demain que le spectacle est maintenu parce que le tribunal administratif casse la décision du préfet. Il faut tous prendre le train. C'est là qu'il faut prendre le train. Donc de toute façon, cette histoire-là, elle était mal enclenchée, mais il y a toujours le 19 janvier un spectacle qui est prévu à Paris. Donc je pense que là-dessus... Le 16, pardon, le 16. Je donnerai les dates de toutes les manifestations après, parce que j'ai organisé des manifestations. Nous avons aujourd'hui, de manière pratique, pour revenir un petit peu sur le contexte actuel, un ministre de l'Intérieur qui s'est mouillé dans cette affaire. On peut critiquer la récupération, pas la récupération. Moi, je veux dire, j'ai eu beaucoup de contacts avec lui pendant cette affaire et avant cette affaire. Il nous a toujours appuyés. Il a fait interdire d'autres spectacles, etc. Pas de Dieudonné, mais d'autres aussi virulents, sans qu'il y a eu beaucoup de médiatisation. Et parfois, malheureusement, même quand il l'a interdit, le tribunal administratif a cassé, ou quand il n'a pas cassé, le Conseil d'État a cassé. Donc,
c'est pas gagné d'emblée, donc demain, on ne sait pas si, je pense dans le contexte actuel, ça serait quand même un énorme choc si le tribunal administratif cassait la décision. Mais c'est pas impossible. Donc je pense qu'il y a eu une erreur tactique, personnellement, une erreur tactique de la part des institutions, d'avoir appelé à manifester aujourd'hui au lieu de demain, parce qu'aujourd'hui, finalement, même s'il n'y avait pas eu ces interdictions, aujourd'hui, ça n'aurait rien changé dans le trouble de l'ordre public. Ça aurait été une manifestation qu'on aurait pu faire à Paris, parce que le spectacle a lieu demain. Donc, la question ne se pose pas. Maintenant, demain, il est impossible de mobiliser des TGV, des cars et des trucs pour y aller. Donc, je pense, pour répondre à ta question, je crois que demain, c'est foutu. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de la LDJ et du bêta. Ce qui me paraît troublant, c'est un mot faible, c'est que c'est essentiellement des juifs qui réagissent et qui manifestent, et qu'il n'y ait que très peu de gens qui ne sont pas juifs qui réagissent. Ça devrait scandaliser tout le monde. Là-dessus, je voudrais signaler quelque chose qui me choque profondément. Vous vous souvenez, quand il y a eu les propos de Le Pen, c'était une élection quelconque, des milliers d'étudiants sont descendus dans la rue. Quand il y a eu la fameuse Léadora, je ne sais plus comment elle s'appelle. Léonarda, qui a été des milliers, des dizaines de milliers d'étudiants sont descendus dans la rue. Est-ce que vous avez vu des étudiants et des lycéens descendre dans la rue quand il y a eu le massacre d'Ilan Halimi? Est-ce que vous avez vu des milliers de lycéens et d'étudiants descendre dans la rue après l'affaire de Toulouse? Non. Est-ce que vous avez vu des gens descendre dans la rue à propos des termes abjects de Dieudonné? Personne. Donc je pense que là, il faudrait interpeller les responsables syndicaux, lycéens et étudiants pour leur poser clairement la question: est-ce que l'antisémitisme pour vous est quelque chose de si naturel qu'il n'y a aucun besoin de manifester? Et ça, c'est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus grave que tout ce qu'on a mis jusqu'à présent, parce que là, c'est notre avenir. Les jeunes ont assimilé l'antisémitisme à tel point qu'ils ne manifestent plus quand il existe, alors qu'ils manifestent pour des choses qui sont finalement bien moins. Je suis français, je suis patriote, je suis pas juif. Les patriotes français qui sont attachés à leur culture chrétienne qu'on oublie, on ne va plus à l'église, mais quand même, on se sent envahi par qui, vous savez? Vous êtes menacés dans votre sang par les mêmes personnes. Comment ça se fait qu'on n'a pas plus d'union entre nous? En fait, c'est entre nous qu'il faut se parler. Les syndicats étudiants, l'UNEF et autres, de toute façon, leur camp est ailleurs. Ils espèrent gagner avec les voix du camp d'en face, vous le savez très bien. En revanche, nous, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. Et on ne se parle pas. Je vous remercie pour cette question. Une annonce? Oui. Vas-y. Alors, une annonce. Une annonce et ensuite, je sais que tu es privilégié. Oui, je voulais vous inviter à venir manifester avec nous devant le théâtre de la Main d'Or. C'est important qu'on soit nombreux. Je pense qu'on sera environ 2000. Il y a le Bétard qui appelle avec nous, la LDJ, les filles et fils de déportés, le BNVCA, le CCJ 93, CCJ 94. Voilà. Donc, c'est à Paris, le 16 janvier, devant le théâtre de la Main d'Or, à 19h. Coûte que coûte, on ira, avec ou sans autorisation. Donc, Manuel Valls est intervenu. C'est 15 impasse de la Main d'Or. Impasse de la Main d'Or. Voilà. Par ailleurs, les manifestations de province, Europe Israël a déposé des demandes de manifestation dans toutes les villes. Il faut créer un trouble à l'ordre public et surtout donner aux préfets l'occasion qu'ils attendent de dire attention, risque de trouble, j'annule. Les premiers seront servis. J'espère que cette soirée a été fructueuse et qu'elle vous a permis de... Je dirais que, d'une part, je comprends ce qu'a dit monsieur tout à l'heure. Effectivement, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de mouvement qui représente les idées dont j'ai parlé tout à l'heure dans le contexte français. Et ça me paraît absolument pathétique, et ça vient, à mes yeux, de la destruction du débat d'idées. Nous sommes dans les conséquences de cette destruction du débat d'idées. Ceux qui ont voulu détruire le débat d'idées ont d'une certaine manière réussi.
Si je prends mon cas personnel, je pourrais dire que petit à petit, j'ai vu les médias qui pouvaient m'accueillir se fermer les uns après les autres. Donc je vous dirais que d'une part, vous avez effectivement très peu de gens qui manifestent aux côtés des Juifs. Ça me paraît lamentable que nous soyons dans cette situation. C'est absolument lamentable. Ça montre qu'il y a une absence d'éthique dans cette population qui me révulse à certains moments. J'y peux rien, c'est comme ça. Et deuxièmement, c'est dangereux pour quelqu'un qui fait un travail intellectuel de défendre Israël et de combattre l'antisémitisme comme je le fais, parce que ça vous vaut d'être boycotté. Et donc vous avez beaucoup de gens qui, face au risque d'être boycottés, choisissent de prendre une autre direction. Personnellement, je n'ai jamais pris d'autre direction parce que quand j'ai commencé à faire le travail que je fais, je me suis dit je le fais honnêtement ou je fais un autre métier. Mais je le fais honnêtement si je dois le faire. Et donc je continue à rester sur ma direction. Merci à Guy, merci à tous.